Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour un nouveau Déclic Blockchain, l'émission qui met en avant les entrepreneurs de la blockchain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Neil Robert. Bonjour Neil. Salut. Vous êtes cofondateur de l'agence Metaverse BEM Builders. Qu'est-ce que ça désigne une agence Metaverse ? Excellente question. C'est en fait la capacité d'accompagner des marques comme une agence de com ou marketing pourrait le faire, mais sur le métavers, sur leur implémentation justement dans ces mondes virtuels. Donc être capable de les conseiller, de les orienter, de aussi développer pour elles des expériences ? Ouais, c'est le but. Nous, on a effectivement essayé de se positionner depuis le début sur notre capacité à comprendre les différentes plateformes, les différents dits métaverses, puisqu'il n'y en a pas qu'un, et après l'amalgame est souvent fait, et de pouvoir, depuis la stratégie, donc quelle plateforme est plus adaptée à leurs besoins, jusqu'à l'exécution, que ce soit dans le design ou dans l'animation de la communauté une fois implémentée. Donc on essaie de faire large. Et comment est-ce que justement vous êtes arrivé à développer cette agence Metaverse ? Que vous avez un parcours plus marketing à la base ? Oui, exactement. Il y a 10 ans, j'ai monté une agence de com en Asie qu'on a développée avec 2 associés, un peu plus de 100 employés, et on avait un portfolio de marques internationales assez intéressant. Et il y a maintenant un peu moins de 2 ans, on a vu en fait le Web3 arriver avec une envie, nous, à travers le prisme marketing, de pouvoir accompagner les marques sur ces nouveaux canaux de distribution et en termes de divertissement aussi. Et on s'est associé à 6, donc avec Paul, Quentin, Adrien et Thibaut et Marc, qui étaient donc déjà mes associés en Asie, pour créer une sorte de spin-off. En fait, c'est la même chose, mais pour le métaverse. Et donc voilà, l'idée était d'aborder ces sujets-là à travers le prisme du marketing, qui était donc notre background. En tout cas, on était plus à l'aise sur ces sujets-là. Et comment vous avez identifié que potentiellement il y avait un besoin pour les marques ? Est-ce que c'est votre expérience justement en Asie, où on dit souvent que voilà, les plateformes sont en avance, proposent des expériences beaucoup plus poussées, en tout cas immersives à leurs utilisateurs ? C'est cet écosystème-là qui vous a inspiré, ou est-ce que ça vient totalement d'ailleurs ? Ouais, je pense que c'est une certaine forme de curiosité assez indépendante du domaine professionnel. On est attiré par pas mal de choses, même si l'Asie a effectivement certaines plateformes, que ce soit sur les réseaux sociaux notamment, qu'elles utilisent différemment qu'une cible occidentale. Non, nous, c'était vraiment de voir que à travers justement les différents canaux du Web3 allaient pouvoir se développer une nouvelle forme de relation entre la marque et l'utilisateur. Quand on parle du métaverse aujourd'hui, je ne sais pas quelle image toi t'en as à la base, et même avant même que tu te renseignes sur le sujet, mais tu avais des références comme Ready Player One, le bouquin qui te fait rêver, après le film aussi a permis de concrétiser un peu ces images-là, et tu te dis mais c'est dingue de pouvoir voir que demain on pourra être diverti, immiscé dans un monde où ce sera magique, quoi. Et je me dis que les marques, en tout cas nous, par déformation professionnelle, c'était tout de suite de réfléchir à la relation que la marque pourrait avoir avec son utilisateur à travers justement ces différentes plateformes. Alors pour l'instant, on n'est pas encore à Ready Player One, mais on est loin. on s'en approche petit à petit, parce que vous avez déjà du coup proposé une première expérience assez concrète en travaillant pour le groupe Casino et le Club Leader Price, et en dévoilant du coup voilà, première expérience concrète d'une enseigne dans le métaverse de The Sandbox, donc un métaverse décentralisé. Comment est-ce que vous êtes arrivé à collaborer avec le groupe Casino ? Alors effectivement, je ne suis pas certain que ce soit la première expérience. J'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui s'autoprogramment être les premiers à avoir fait quelque chose. Donc ce qui est très, très intéressant, je pense, dans ce type d'expérience, c'est de voir qu'une marque connue finalement du grand public, justement, initie quelque chose dans le métaverse qui est un sujet assez récent. Et d'ailleurs, si on revient nous à la genèse de notre agence BEM Builders, on aurait pu se dire qu'étant dans cet écosystème-là, on est au contact de plein de projets natifs, donc des projets qui ont été créés à travers l'univers Web3. Et on a plutôt voulu accompagner les marques dits corpo, donc du monde physique, à justement des initiatives dans le monde virtuel. Et donc on le définit souvent comme ça quand on nous pose la question exactement, mais qu'est-ce que vous faites peut-être pour revenir sur ta question de l'agence Metaverse, ça veut dire quoi ? En fait, nous, on explique qu'on crée cette passerelle-là. On crée ce pont, alors que ce soit un pont architectural, que ce soit un pont expérientiel, un pont événementiel. Mais on va du coup prendre la marque à travers ses codes, bien comprendre justement, et ça c'est peut-être notre background dans le marketing qui nous amène à bien comprendre les besoins et les codes de la marque, les connecter au code potentiellement du métaverse et venir justement créer ce pont-là. Et pour le coup, Leader Price avait un besoin
et avait justement déjà investi dans des terrains sur The Sandbox. Et l'idée était justement de venir connecter les deux pour créer une expérience qui soit pas trop éloignée des codes de la marque et pourtant qui puisse satisfaire le kiff de l'utilisateur une fois qu'il débarque dans The Sandbox. Alors on reparlera peut-être juste après de toute cette grammaire justement à adopter quand on va commencer à aller toucher ces utilisateurs du Web3. Il y a tout un univers à découvrir. Mais pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus concret, comment se développe votre activité? J'imagine que vous êtes sollicité régulièrement par des marques ou des agences pour développer des projets. Oui, alors c'est drôle parce que si je le compare à mon activité dans le marketing plus traditionnel où c'est beaucoup de pitch, on doit se battre pour récupérer des clients, là on a la chance et c'est une fierté immense de pouvoir se positionner comme un leader de cet écosystème, en tout cas en termes d'accompagnement des marques. Et donc on a beaucoup de marques qui nous contactent. D'ailleurs ça amène plein de questionnements. De quelle manière on va se développer? De quelle manière on peut accompagner d'autant plus de marques? Est-ce qu'on veut sélectionner les projets qui nous plaisent? Ou est-ce qu'on dit OK à tout le monde? Sachant qu'aujourd'hui les marques, de par la médiatisation des termes, sont un peu tout feu tout flamme, que ce soit des marques du luxe ou de la grande conso, tout le monde veut y aller. Et c'est aussi à nous du coup de réfléchir à la meilleure approche. Et dans un certain sens, on a envie de le faire parce que les projets nous plaisent. C'est-à-dire que nous, on y trouve une certaine forme de divertissement qu'on pourrait lier à une compréhension des usages de demain. Le faire pour faire une coquille vide, un effet d'annonce, ça ne nous intéresse plus. Alors, ça a intéressé beaucoup de personnes il y a longtemps, mais je pense qu'aujourd'hui, on voit déjà la fracture entre les projets dits coquilles vides et les projets qui ont du sens. Donc, on va se maquer avec des marques qui ont une véritable démarche, peut-être même long terme. Alors, c'est compliqué de parler de long terme quand on est sur les prémices d'un univers, mais quand on voit que c'est construit, qu'il y a une vraie stratégie. Et donc, ça nous plaît de l'aborder de cette manière-là. D'accord, identifier les projets, que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau et sur lequel il y a une vraie construction derrière. Est-ce que vous cherchez à recruter, peut-être, à étendre l'équipe ou à lever des fonds pour justement accompagner ce développement et pouvoir répondre à toutes ces sollicitations? Tous ces termes mis ensemble. Non, mais pour recruter, il faut aussi pouvoir avoir les moyens de le faire. Donc, on a beaucoup de projets entrants. Il faut avoir une bande passante suffisante pour justement pouvoir bien les faire, bien les monter, bien les traiter. Et donc, on a besoin de recruter. Donc, on est actuellement en fait en train de réfléchir justement à ouvrir le capital pour quelqu'un qui viendrait nous accompagner et nous permettre aussi derrière d'avoir une plus grosse équipe. Quand on évoquait finalement tous ces projets, on voit qu'il y a un écosystème du coup qui est florissant avec énormément de plateformes qui sont centralisées pour le coup et auxquelles les marques font peut-être un peu plus, sont en tout cas dans un univers un peu plus connu quand elles commencent à collaborer avec elles. Vous, la vraie valeur ajoutée aussi, c'est de pouvoir les accompagner dans cet univers décentralisé où pour le coup, il y a beaucoup moins de référents connus et sur lequel il y a en effet tout un univers à découvrir, puisqu'on va parler la différence des univers centralisés, on va parler de blockchain, on va parler de tous ces éléments-là de financement aussi. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce système dans les prochains mois? Alors déjà, effectivement, j'aime beaucoup qu'on mette l'accent sur c'est quoi le métavers, c'est quoi une plateforme, parce qu'aujourd'hui, et notamment depuis l'année dernière avec l'annonce de Facebook qui se renomme Meta, l'amalgame est souvent fait. Moi, je pars du principe que le métaverse existe de manière décentralisée. Et quand on parle de métaverse, on est d'ailleurs un petit peu optimiste ou on est déjà un peu dans le futur parce que je considérais que le métaverse existera vraiment quand il y aura une certaine forme d'interopérabilité, quand toutes les plateformes seront un ensemble. Et là, on parlera donc de multi-univers, donc dit métaverse. Aujourd'hui, je pense qu'on parle de plateformes, donc de monde virtuel, qu'on apparente au métaverse parce qu'elles ont créé un écosystème en leur sein. Et quand on parle de décentraliser, c'est justement cette capacité à venir connecter le système à la blockchain et donc d'être pour un utilisateur capable d'être propriétaire du terrain qu'il achète, de l'expérience qu'il développe, de rémunérer cette expérience-là s'il le souhaite. Et on le voit, mais si on reparle des plateformes qui font beaucoup parler d'elles ces derniers temps, The Sandbox, Decentraland sont des plateformes qui ont mis un écosystème en place. Elles ont un marketplace, elles ont des tokens, elles permettent à l'utilisateur d'acheter un terrain s'il le souhaite, etc. Donc, nous, on a décidé dès le début, peut-être à la différence de beaucoup de studios qui aujourd'hui s'autoproclament studios métaverse, mais qui sont en soi spécialisés sur un monde virtuel, The Sandbox, Decentraland, et c'est génial parce qu'elles deviennent experts là-dessus. Nous, on considère que pour être une agence métaverse, il faut toutes les connaître, toutes les maîtriser. Et là, je parle des décentralisés, parce que c'est l'avenir auquel on croit. Et pour ça, du coup, on a une véritable phase de recherche où dès qu'on voit
peu importe la blockchain, qu'un métaverse se développe, alors on va essayer de le maîtriser. En termes de stratégie, quels sont ses codes? Parce qu'elles se différencient. Sandbox, Decentraland, CryptoVoxel, même OVR sont des plateformes très différentes, qui ont des codes très spécifiques. Et notre but, c'est justement de les maîtriser. Maîtriser leurs codes, maîtriser aussi la manière dont on développe des choses dessus. On ne design pas une expérience de la même manière sur l'une que sur l'autre. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais comme analogie. Une agence social media pourra jamais dire qu'elle l'est si elle se concentre seulement sur TikTok ou sur Snap. Elle doit maîtriser les différents canaux. Et ben nous, on doit maîtriser les différents métaverses pour s'autoproclamer agence métaverse. Voilà. Et est-ce que finalement, pour que vraiment ce métaverse interopérable existe un jour, est-ce que les marques doivent avoir une approche aussi unifiée, c'est-à-dire ne pas forcément s'emparer que d'une seule plateforme, mais essayer de développer leur présence sur l'ensemble des plateformes avec leurs spécificités, pouvoir justement offrir comme ça cette variété d'expériences Ce serait très optimiste et peut-être beaucoup trop leur demander pour l'instant. Je pense que c'est déjà génial que certaines marques voient ces plateformes-là comme une nouvelle approche, une nouvelle manière d'être en relation avec leur cible. Et je trouve ça brillant et très courageux, d'ailleurs, parce qu'on parle aujourd'hui encore des marques qui y vont comme des pionniers. Donc je pense que c'est déjà bien de maîtriser, de comprendre un peu. Il n'y a pas vraiment de cas d'usage aujourd'hui. C'est tellement récent qu'on est en phase d'exploration. C'est ça qui est génial d'ailleurs, d'être main dans la main avec un partenaire et de se dire, allez, on va explorer un nouveau monde. On ne peut pas finalement juger de ce qui a été fait avant, parce que peu a été fait. Et du coup, c'est du nouveau. Et quand on aura maîtrisé ça, quand les marques auront peut-être justement à poser des référentiels, on parle souvent de KPI, peut-être que derrière, elles pourront se dire, OK, comment on décline ça? Je pense qu'effectivement, demain, il y aura un intérêt à travers des expériences différentes d'aborder les différents métaverses. Pour l'instant, je trouve que c'est déjà très bien qu'une marque se lance dans un métaverse plutôt qu'un autre. Ouais. Et puis on a vu le sujet qui prenait de plus en plus de place aussi dans l'élection présidentielle avec potentiellement un métaverse européen. Donc j'imagine que, en tout cas, voilà, ça fait sens. Ça fait sens, même si, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche du monde virtuel, c'est finalement, on s'affranchit un peu des lois de la géographie physique. Il n'y a plus vraiment de barrières géographiques. La temporalité ne change pas, on est obligé d'être actif 24 heures sur 24, mais c'est ce qui est l'avantage d'exister dans un métavers, c'est qu'on est tout le temps disponible. Donc voilà, je le vois plus comme une immense plateforme mondiale. Ouais. Donc plateforme mondiale, pas de barrière géographique, mais peut-être aussi quand même une impulsion à donner culturelle, ou en tout cas une façon de faire et de privilégier la protection de la donnée, enfin, qui est propre peut-être sur le culturel, on est quand même fort en France. Donc c'est quand même un avantage génial pour nous, quoi. Super, merci beaucoup Neil en tout cas pour votre temps et pour vos réponses. Dernière question rituelle de l'émission, comment personnellement vous avez eu le déclic pour la blockchain? Alors la blockchain, à travers justement probablement ce prisme du métaverse qui est connecté, tout simplement par la magie. C'est un monde magique. Moi, demain, de me dire qu'on pourra se divertir nous, comme divertir la grande majorité de la cible que l'on vise, à travers justement cette poésie, ces différents mondes, s'affranchir des lois de la gravité, se balader de manière différente, observer plein de choses. Moi, je pense que c'est ça, pour moi, la connexion et le déclic avec. Donc là, métaverse, mais en étant bien sûr propriétaire de ses actifs et de ses expériences via la blockchain. Et le but n'est pas de se perdre dans ce monde virtuel. Au contraire, on parle de virtuel et comparé au monde physique, pas virtuel comparé au monde réel. On restera des humains dans un monde justement physique et nous, le but, c'est de divertir dans ce monde virtuel. Merci beaucoup, Neil, d'être venu et hâte de voir tous les projets que vous nous réservez pour l'avenir. Merci à vous de nous avoir suivis aussi et je vous dis à bientôt pour un prochain déclic. Au revoir.